Eh bien, bonjour à tous et bravo pour avoir choisi ce panel parce qu'on va traiter évidemment de la question la plus importante du jour, à savoir les cyberattaques quels outils et méthodes mettre en place pour les anticiper, les détecter, s'en préserver. Dans un contexte international qu'on peut dire plutôt compliqué et qui promet de rendre cette question encore plus importante dans les semaines qui viennent que même ce qu'on aurait pu en penser déjà avec la crise Covid. Alors avec nous, nous avons la chance d'avoir un panel assez éclectique avec des CISO RSSI, comme on est en France, mais également des fournisseurs de solutions, des représentants de grands groupes, des représentants de grandes startups françaises. Et donc avec nous, Marie Lepagneux, qui est Chief Development Officer chez Tetris, une grande société start-up de la cyber française qu'on ne présente plus. Fabrice Kozirek, autant pour moi, pardon, Kozik, qui est PDG de Serenicity, qui est une start-up cyber à Saint-Étienne, je crois. Tout à fait, une start-up moins connue que nos illustres voisins, pas encore, mais qui propose une cybersécurité de précision qui a pour but de vulgariser aussi la cybersécurité pour les petites moyennes entreprises et venir alimenter les grands groupes. Et accessoirement, je suis aussi présentateur de Cybermétéo. Je vous expliquerai en quoi ça consiste. On va même découvrir ça. Merci. Et également Julien Buis, vous êtes RSSI du département du Morbihan, bien cela? Tout à fait, bonjour à toutes et à tous. Merci. Et enfin, Yvan Fontarensky, et je m'appelle Goldstein, je devrais le prononcer correctement. C'est parfait. Et vous êtes responsable technique cyberdéfense et threat intelligence chez Thales. Et je ne présente pas Thales, je pense qu'on connaît. On connaît un petit peu. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. On trouve aujourd'hui de nombreuses failles de sécurité, évidemment, et qui trouvent beaucoup leur source dans les erreurs humaines. Et dans cette question fondamentale, en fait, eh bien, tout simplement du facteur humain, dont certains disent que c'est 90 à 95% de la source des cyberattaques, en tout cas un élément clé des cyberattaques. Et il y a une question donc assez fondamentale en fait lorsqu'on parle justement de se préparer, celle de la formation des collaborateurs et leur sensibilisation. Est-ce que effectivement, de votre point de vue, c'est un moyen efficace pour prévenir la menace et puis comment faire? Alors peut-être Julien, RSSI, dans le département du Morbihan, comment est-ce qu'on arrive à bien former les collaborateurs à cette question-là? Alors, cette question elle est drôle parce que je fais référence par rapport au pitch qu'on a eu tout à l'heure sur les startups. Justement, on parlait de celui qui est entre l'écran et le clavier, enfin oui c'est ça, et qui est plutôt la faille humaine, mais en fait moi j'appelle le pare-feu humain. Donc c'est vraiment la première ligne de défense, au-delà de toutes les défenses qu'il peut y avoir au sein d'une infrastructure technique dans une organisation. Au niveau du département du Morbihan, moi en tant qu'RSSI, je suis intimement convaincu que les sujets de sensibilisation, aussi formation, donc des agents, parce qu'on parle des agents dans le secteur en fonction publique territoriale, que cette formation et cette sensibilisation est essentielle. En termes d'efficacité, donc je suis en train de la dérouler, de tester justement cette efficacité. Donc on mène plusieurs actions sur le front, on va dire. C'est vraiment le terme. On a des actions de campagne de phishing, donc voilà, c'est vraiment des exercices d'envoi de faux mailings, etc. Pour ne pas piéger les agents, non, au contraire, c'est pour les sensibiliser. Il y a aussi tout ce qui est intervention au niveau des comités directeurs, comité de direction générale des services. Il y a toutes les actions que mènent les équipes, les directions métiers autour des sujets de cybersécurité, tous les sujets d'actualité. Donc vraiment, je profite, moi, en tant qu'RSSI, de l'actualité cybersécurité, à la fois au niveau des collectivités, mais à la fois l'actualité sur les tensions internationales actuelles. Là, c'est un vrai sujet, des vrais plans, je pense qu'il y a des vrais plans cybersécurité qui ont poussé justement ces 2 dernières semaines. J'en fais la preuve. Mon programme cybersécurité, il a été entre guillemets
mis de côté pour un nouveau plan, vraiment pour répondre, pour justement, là on parle de détection, mais là c'est répondre et puis se prémunir de toute attaque éventuelle qui pourrait avoir lieu suite, par rapport à ces tensions internationales. Donc moi, de mon point de vue, c'est vraiment un sujet important, c'est un sujet de gouvernance qui doit être pris aux plus hautes instances d'une organisation. En ce qui me concerne, ça va être les élus départementaux, les conseillers départementaux et bien sûr tout le comité directeur de la Direction générale des services. Très bien, merci. Fabrice, peut-être sur cette même question, quelle approche, peut-être quelle solution auquel réfléchir ? Oui, tout à fait. Alors, sur ce point, chez Serenicity, on a constaté sur les différents acteurs sur lesquels qui sont devenus clients ou prospects, c'est que quand on voit ce qui se passe réellement sur son système d'information, quelle que soit sa taille, et qu'on a les outils pour mieux comprendre ce qui se passe réellement, et bien derrière, on peut agir. On peut agir. Alors, j'aime beaucoup cette expression, le problème se situe entre le clavier et l'écran, mais il peut se situer aussi chez les prestataires ou les personnes qui ne sont pas forcément à niveau en termes de formation. Le nombre d'acteurs qui n'ont pas forcément des capacités à traiter et à mettre leur outil à niveau pour différentes raisons, eh bien ça pose un énorme problème, parce que vous avez beau former au phishing tout acteur qui utilise le service, si derrière les règles de firewalling ne sont pas à niveau, vous ne réglez pas le problème. Et donc l'une des approches que l'on propose, c'est justement de voir ces sujets-là pour les rendre très simples. Je vous ai fait un peu de teasing avec la cybermétéo, mais pour que même le chef d'entreprise comprenne, ou l'élu comprenne qu'il y a un problème dans son système d'information, et qu'il aille mettre des moyens ad hoc, adaptés, pour pouvoir les régler. Et là, derrière, on parle de complémentarité de solutions. Toutes les solutions ne vont pas régler l'ensemble des problèmes. Mais de pouvoir avoir cette visibilité en point d'entrée sur ce qui se passe réellement, c'est un élément qui amène à la sensibilisation, mais une sensibilisation ciblée qui va permettre du coup de régler les problèmes réels et actuels, plutôt que de se former à un sujet qui n'arrivera jamais. Donc si je résume un petit peu, et chez les dirigeants d'un département et les dirigeants économiques d'une entreprise, la nécessité d'arriver à bien saisir de manière simplifiée mais pertinente les concepts, pourquoi cette sécurité est nécessaire, pourquoi il faut développer sa propre approche dans la cybersécurité d'une certaine façon. Nous sommes totalement en phase, et de pouvoir transmettre derrière au plus grand nombre, utilisateurs et autres partenaires, sous-traitants, que la cybersécurité est un risque comme un autre. Il faut simplement aujourd'hui vraiment s'en emparer. Et on fait bien à nouveau de souligner l'importance de ce facteur humain dans le cyber. Alors, donc on parle du facteur humain, mais on va balayer un petit peu, puisqu'on a à peu près 1 heure pour le faire. Un peu moins. On pourrait, d'un autre côté, si on penche la balance et on regarde des choses complètement différentes, regarder un petit peu les questions, on va dire, des attaques les plus perfectionnées, les plus sophistiquées. Alors, dans les médias, on a beaucoup parlé, jusqu'à ce qu'on ait le problème avec l'Ukraine, mais dans les 12 mois qui ont précédé, de choses comme le logiciel Pegasus, des attaques zéro-clic où on n'est même pas à avoir à cliquer pour être infecté. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a d'autres attaques d'ailleurs extrêmement sophistiquées. On l'a vu aussi avec le cas SolarWinds, qui aurait été attribué à une partie du renseignement russe. Là, il est extrêmement dur d'être capable de se protéger. Extrêmement dur d'être capable de se protéger, mais néanmoins, est-ce qu'on peut faire quand même quelque chose face à ces attaques super sophistiquées? Et pour cette question, je voudrais démarrer avec Yvan de Thales. D'accord, merci. Alors, Pegasus, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, si je prends cet exemple-là, c'est souvent très difficile de parler d'un logiciel aussi sophistiqué quand on ne l'a pas eu dans les mains vraiment pour l'analyser, mais il y a eu beaucoup de leaks, il y a eu beaucoup de choses qui ont pu être discutées dessus, et on s'aperçoit qu'après dans la communication, il y a beaucoup de personnes qui disent « j'aurais pu détecter ce produit-là si on l'avait déployé, mon produit », ce genre de choses. C'est probablement vrai, je ne dis pas le contraire. Le seul comprendre, c'est comprendre ce que ces menaces qui sont un peu sophistiquées et évoluées. C'est à la fois un malware, c'est un chaînage assez simple. Pourtant, c'est spear phishing, j'ai un lien, j'ai un payload, ça s'exécute. Donc ça, c'est pas méchant. Puis c'est packagé avec quelque chose à côté qui le rend redoutable. Et c'est là où il y a le vrai souci. Et donc il y a une 0D qui va avec côté en disant plus besoin l'utilisateur n'a plus besoin de cliquer, ça s'exécute automatiquement sur les iOS. Je coupe tout de suite le débat. Sur l'Android, il y avait 800 vulnérabilités pareil en même temps, ça aurait pu marcher aussi. Donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend qu'il y a deux parties sur ce type
de malware. C'est comme ça pour SolarWinds, c'est comme ça pour les autres. Il n'y a pas de solution miracle. L'important, c'est d'avoir une approche globale. En fait, c'est d'avoir quelque chose où on contrôle, déjà d'être souverain sur son matériel, de maîtriser ce genre de choses, d'avoir une solution, peut-être des solutions souveraines qui sont un peu, qui permettent de contrôler ce qui se passe et d'être capable de remonter les éléments, d'avoir tout simplement, dans cette approche globale, d'avoir l'approche du NIST. J'identifie, je protège, je détecte, je réponds et je récupère, et d'être capable de décliner un plan dessus. Et sur la détection, soyons clairs, la détection se divise en 2 temps, le temps réel et le temps différé. Et pour les attaques de type très évolué, sans langue de bois, c'est sur le temps réel, j'ai du mal à y croire. Faut travailler sur le temps un peu différé avec des algorithmes qui prennent dessus. Il y a des solutions là qu'on a autour, qu'on en discute souvent, ont souvent cette approche-là et comprennent qu'il faut justement être capable de fouiller dans des logs ou dans des éléments, et c'est important. Et puis après, au niveau, souvent on me pose la question, mais est-ce qu'en France on sait faire ? La réponse est oui. En fait, il ne faut pas avoir honte, en tout cas, d'une seule chose, c'est qu'en France, on a une très bonne... j'ai un peu mon côté cocorico, c'est normal, je suis un peu Thalès, mais d'un côté, on a déjà l'ANSSI qui a énormément travaillé sur tout ce qui est qualification, labellisation de nos produits, ce genre de choses. On a des CESTI en France, et tout ce palmarès font que nos solutions françaises sont en train de vraiment... sont connues et sont reconnues et sont recherchées. Clairement, moi, quand je discute avec nos homologues européens, ils nous disent je voudrais reproduire la même chose que ce qu'a fait l'État justement en France pour la fédération, pour reproduire ce genre de choses dans leur pays. Donc on a une avance, nous, sur ce côté-là. Maintenant, il faut continuer, il faut la partir. Voilà. Donc en quelques mots, j'essaie de pas trop bavard, mais je pourrais en dire des choses. On est là pour discuter. Marie, alors de Tetris, là aussi, même question. On parlait en plus de solutions souveraines, solutions françaises peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas d'approche complémentaire qui permettent effectivement d'identifier ces menaces très sophistiquées ? Oui, je voulais revenir sur la partie de sensibilisation où on dit OK, il peut y avoir une erreur humaine et quand il y a une erreur humaine, il peut y avoir une cyberattaque. La réalité, c'est que la sensibilisation, de toute façon, elle ne suffira pas, même face à cette erreur humaine. J'ai toujours été marquée par une campagne de phishing qui a été lancée dans un très grand groupe. 7% des personnes travaillant dans la cybersécurité au sein de ce grand groupe ont cliqué sur le lien. Donc, dites-moi qu'ils n'étaient pas sensibilisés. Donc, les personnes sensibilisées peuvent, parce qu'on reçoit 300 mails dans la journée, parce qu'aujourd'hui, les attaques sont très bien faites, parce qu'il n'y a plus de fautes d'orthographe, parce qu'au démarrage du confinement, avec la mise en place du télétravail, vous arriviez sur un mail qui disait « Déclarez-vous en tant que télétravailleur », vous aviez votre interface HR parfaite, telle qu'avec la même interface que ce que vous aviez d'habitude quand vous mettiez en place vos congés, par exemple. Donc, l'erreur humaine, la sensibilisation, elle est absolument nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Le deuxième point qu'on a évoqué, c'est la sophistication des attaques, sa complexification, le fait qu'il y ait des attaques qui ne passent pas par une erreur humaine. Et pour ça, alors bien sûr, je ne peux que rejoindre l'aspect souveraineté et puis l'aspect, oui, on a des outils. Pour ça, ce qui est absolument essentiel, c'est tout ce qui va être autour de l'hyper-automatisation, tout ce qui va être autour de l'intelligence artificielle avec du machine learning et du deep learning, tout ce qui va être autour de la capacité à neutraliser en temps réel et sans intervention humaine des menaces inconnues. Aujourd'hui, vous le savez, un antivirus, c'est une base de signature. On vient chercher dans la bibliothèque, est-ce que cette menace existe ou pas. On estime qu'il y a 300 000 nouveaux types d'attaques par jour dans le monde. Parfois, on trouve des chiffres qui sont encore bien supérieurs. Et puis surtout, on est dans un contexte, et ça, on ne peut que le souligner et le ressouligner, on est dans un contexte où les cyberattaques, on ne sait pas demain ce qui va se passer. On ne sait pas demain. Il peut y avoir une guerre cyber, ça c'est une des éventualités, mais il peut y avoir aussi de l'opportunisme. Ce qui est assez évident, c'est que la recrudescence des cyberattaques qu'on a vécues à travers la pandémie va encore s'accélérer à travers cette situation géopolitique qui est extrêmement sensible et qui peut amener à des comportements opportunistes des cyberattaquants. C'est assez facile de créer une nouvelle attaque. Vous prenez, c'est un jeu de Lego, vous les assemblez différemment. Bien sûr, il y a des attaques qui coûtent quelques millions d'euros et qui sont un peu plus sophistiquées encore.
Mais la réalité du terrain aujourd'hui, la réalité quand on voit ce qui se passe dans nos systèmes chez Tetris, quand on voit arriver l'ensemble des attaques de nos clients, eh bien, c'est qu'il y a, oui, cette recrudescence-là qui est réelle. Et pour ça, mais, si l'intervention humaine, s'il y a une erreur humaine, c'est une chose. S'il y a une attaque qui est tellement sophistiquée qu'elle n'a pas besoin d'intervention humaine, on n'en est pas encore à des guerres d'intelligence artificielle. Alors, certains estiment, je suis toujours très prudente en cybersécurité parce que ce n'est pas encore un milieu qui est complètement consolidé, qui a une vraie maturité. Mais en tout cas, on estime que d'ici 4 à 5 ans, il pourrait y avoir des guerres d'intelligence artificielle avec une autogénération des attaques et puis une autogénération de la réponse à ces attaques-là. La réponse à ça, c'est comment est-ce que la machine peut décider. On a fait un test chez Tetris lors de l'attaque d'un de nos clients. On a réussi à calculer la vitesse de propagation d'un malware. C'était de l'ordre de 500 postes par minute. Vous êtes une grosse entreprise de plus de 100 000 collaborateurs. Bon, certes, 500 postes en 1 minute, mais imaginez le temps pour arrêter la machine s'il y a une intervention humaine. Donc ce qui est très important, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait des systèmes qui permettent de neutraliser sans intervention humaine, qui prennent la décision, bien sûr sans bloquer la production, bien sûr sans risquer, et puis avec, bien sûr, et ça tu le soulignes souvent Julien, c'est avec une mesure des risques en fonction de ce qu'est la société. Donc une bataille déjà dans l'automatisation, moi c'est un petit peu ce que je ressens. Julien, justement, donc à nouveau cette question des menaces les plus sophistiquées. Quand on est le RSSI du département du Morbihan, qu'est-ce qu'on fait? C'est très compliqué en fait à mon niveau parce que on a aujourd'hui au niveau du conseil départemental du Morbihan un service IT, donc une direction des services numériques qui est surchargée sur les projets du numérique, hein, parce qu'il n'y a pas que la cybersécurité, malheureusement, en collectivité. On y reviendra justement après. On parle des agents, on parle des usagers, on parle des administrés. Donc c'est le RSA, ce sont les familles, ce sont les enfants. Donc ce sont tous ces citoyens qui ont besoin d'aide et sur lesquels les compétences du département vont aider. Et donc les projets de numérisation, enfin les projets numériques arrivent de plus en plus. Donc le RSSI et puis mon homologue délégué à la protection des données sont assaillis de ces projets. Donc on doit analyser. Donc on parle d'analyse de risque d'une part, mais surtout en fin de compte toujours intervenir dans un mode, on va dire pompier, parce qu'on n'a pas derrière à la fois les ressources. Donc ressources en termes pécuniaires, hein, d'une part, mais les ressources humaines, les charges nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre des outils, mettre en œuvre une organisation. Et donc on se doit de notre côté d'analyser au mieux le risque. Donc là c'est mon travail, de pouvoir vraiment regarder l'impact qu'il y a par rapport à la collectivité, par rapport aux usagers, pour pouvoir évaluer justement sur ces différentes attaques ce qui est possible de faire. Et nous, de notre côté, on a acté donc, sur l'acquisition de solutions, donc solutions de type EDR, justement, on va en venir juste après, parce que moi, je suis intimement, encore une fois, convaincu que ce type de solution va pouvoir, justement, grâce à l'automatisation, grâce aux différentes techniques sur l'intelligence artificielle, etc., pouvoir nous permettre de gagner du temps au travers donc, de compétences qui sont hors département, peut-être, parce que là, on a vraiment une réelle pénurie aussi, et ça, c'est un vrai sujet, sur les compétences cyber. Aujourd'hui, je ne saurais pas, moi, de mon côté, à la fois déployer une solution d'EDR, mais en plus faire ce qu'on appelle un Security Operations Center, un SOC manager, gérer tout ça, et en même temps mettre en œuvre un SIEM, parce que voilà, il y a la collecte des logs pour pouvoir justement détecter les différents événements, regarder les journaux d'événements. Donc, ce sont des réels challenges aujourd'hui pour pouvoir répondre à ces attaques complexes. Et de notre côté, donc on y va petit à petit, pas à pas, pour acquérir déjà cette solution, avoir de l'aide extérieure, pouvoir vraiment se prémunir contre toutes ces attaques. Donc je résume à nouveau ce que je viens d'entendre. Il faut à la fois de l'automatisation, mais il faut aussi des hommes. En fait, il faut les deux, si j'essaye de résumer un petit peu. Bon, alors, on va parler d'un autre sujet. Alors, en ce moment, avec la guerre en Ukraine, on parle beaucoup de Open Source Intelligence, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, qu'on peut récupérer. Mais évidemment, on en fait déjà beaucoup
dans le cyber. Mais évidemment, tout ça, ça demande quand même des capacités qui sont un petit peu pointues pour arriver à bien analyser cette masse d'informations et puis aussi peut-être bien la trouver. Alors la question, et ça serait une question d'ailleurs pour Yvan, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui des nouvelles manières, on va dire, technologiques ou des approches qui permettent de traiter et de trouver et de traiter cette information pour justement gagner un petit peu cette course, cette bataille contre l'adversaire qu'on a déjà un petit peu évoquée, dont une des réponses est justement l'automatisation. Mais comment on peut exploiter donc cette masse de l'OSINT? Alors, oui, on a parlé d'automatisation. Alors, en fait, avant l'automatisation, ce qu'il faut comprendre, quand on a énormément de données, on a un volume croissant d'informations donc de l'OSINT. Donc, il y a une première phase qui est la collecte. Donc, en tant que bonne analyse, je vais dire que d'abord, il va falloir choisir ses sources de données, on choisit ce qu'on collecte, on récupère. Sur cette masse d'informations, il va falloir les traiter. Et là, le traiter, c'est là où il y a c'est là la clé de la question. Puis après, on met en détection, on en fait ce qu'il faut, on utilise, on rend actionnable le renseignement. Quand on fait traiter, le point important, alors on l'a évoqué tout à l'heure, mais je vais réinsister dessus, c'est vraiment le côté métier. Parce que c'est là où, on a besoin d'analystes techniques, d'analystes métiers qui vont être capables de donner une direction, d'interpréter les résultats et d'aller plus loin. Ça, c'est le premier point. Après, on peut avoir plein d'automatisation, des outils. Il y a la guerre des plateformes en ce moment pour montrer que la plateforme peut traiter, pour avoir des choses où on fait des investigations. En France, ça pullule en ce moment. C'est vraiment on sent que c'est le nerf de la guerre. J'entends toujours, on fait un Palantir-like, ce genre de choses. C'est vraiment la tendance du moment. Et il y a quelque chose qui est extrêmement important aussi à côté, qui est pour moi, je donne un peu le quick win sur ce côté-là, c'est vraiment la communauté de partenaires. Que finalement, quand on a beaucoup d'informations, je passe un coup de fil à mon ami, je suis dans mon secteur, l'échange et dire, attends, regarde vers là, la direction. Et finalement, chaque fois que j'ai eu un problème dessus, ça a été la solution. Cette communauté de partenaires, c'est la bonne info au bon moment parce que j'ai construit mon Isaac. On en reviendra un petit peu dessus, mais ce dialogue-là, c'est vraiment celui qui est important. Et puis après, il y a quand même un autre sujet qui arrive derrière. Et pourquoi c'est important la communauté? Pourquoi? C'est le problème de la fake news et de la fake data. Parce qu'on a beau automatiser ça, le problème c'est que là, on est dans une guerre de l'information, quoi qu'on en dise, et qu'il y a énormément d'informations. Tout le monde pense avoir trouvé le nouveau truc, et on se fait abreuver. Et la vraie question, c'est comment je suis sûr que ce que je viens de recevoir, que je mets en détection, cette IP est vraiment malveillante. Comment je sais que Google.com est bien sain ou malveillant. C'est vrai, c'est là où il y a la vraie question, c'est comment je fais pour traiter ça. Et ça, il n'y a que, malheureusement, à l'heure actuelle, vraiment le côté de l'analyste et de la capacité humaine derrière, et que ces outils qui permettent justement de nous aider à interpréter ce résultat-là. Donc voilà, j'ouvre un peu le sujet, mais ma vision sur ce point-là. Alors, il y a un aspect d'échange communautaire, moi, qui me parle beaucoup, parce qu'effectivement, c'est des choses assez fondamentales. Est-ce que dans l'univers des PME, TPE, etc., il y a un début de réflexion là-dessus, il y a un début de plateformisation de l'échange? Quelle est un petit peu la situation? Eh bien, tout à fait. Cette image nous va très bien, donnée par un très grand de la cybersécurité. En fait, on s'aperçoit que quand on met en place des solutions et qu'on est capable, on parlait de JP, est-ce qu'elle est réellement malveillante? Quand cette IP vient d'un pays très exotique et qu'elle touche d'une entreprise de pompes funèbres jusqu'à un labo d'analyse qui fait des tests PCR avec des fréquences d'utilisation très importantes par rapport à cet usage, en gros, aller chercher un site de formation en anglais la nuit à 2h du matin, il n'y a pas trop de doute. Et c'est là qu'on voit que d'avoir cette télémétrie basée sur des vecteurs d'attaque des grands groupes, c'est vrai qu'on a cet axe-là, et de pouvoir communiquer dans une communauté d'échange que les petits sont attaqués et qu'ils vont servir à un moment donné de rebond d'attaque vers les plus gros, on entraîne le démontrer modestement à l'échelle de notre parc de PME. Et on veut le démontrer, c'est aussi un peu la suite sur des outils à l'échelle d'un territoire de collectivité. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que les pirates, ils choisissent parfois leurs cibles, mais ils choisissent surtout les vecteurs d'attaque les plus importants et les plus disponibles. Les botnets, ils n'ont pas trop d'intelligence derrière. Et qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont contaminé un petit, ils peuvent s'en servir à la demande. Et c'est là-dessus que je pense qu'il y a une vraie complémentarité sur laquelle on se positionne et on amène cette vision où aujourd'hui, certains groupes plus conséquents utilisent cette télémétrie pour pouvoir mieux se protéger.
Donc, si je comprends bien, il y a des canaris dans la mine, ça peut être ces petites PME, il faut écouter les canaris parce que ça peut aider les gros poissons, pour faire un petit peu de bestiaire corporate. Et vous soulignez le fait qu'on vienne de Saint-Étienne en parlant des canaris dans la mine, mais je tiens à souligner. Alors, on va passer parce qu'on balaye là, on a 1 heure pour résoudre la question des cyberattaques. La question des objets connectés. Il y a des stats qui montrent qu'il y aurait 98% du trafic des objets connectés qui ne serait pas chiffré, 57% qui comprendraient des failles de sécurité avec un risque de contrôle à distance. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de hors-story qui traînent là-dessus. Néanmoins, évidemment, ce sont des éléments qui sont de plus en plus utilisés donc, pour pénétrer les systèmes des entreprises. Est-ce que cette menace, à date, est suffisamment prise en compte par les organisations? Et évidemment, quelles sont les solutions qu'on peut utiliser pour s'en prémunir? Julien, qu'est-ce qu'on peut faire face aux objets connectés? Déjà dans le contexte du conseil départemental des objets connectés, ça va être les collèges, donc ça va être tout les fours pour les cuisines, les lampes parce que ça répond à des transitions énergétiques. Donc vraiment, je suis vraiment terre à terre. On est vraiment dans le dans le concret. Hein. Et ça, en fin de compte, ce sont des shadow IT en réalité. Ça fait partie d'une des priorités que j'ai eues quand je suis arrivé au sein du département, c'est d'aller à la chasse justement avec la direction des bâtiments. C'est une direction qui est difficilement accessible, donc en termes, on va dire, de travail collaboratif. On se parle d'agents, hein, on se parle d'agents de la fonction publique territoriale, mais également accessibles et qui ont accès au sujet, aux enjeux de cybersécurité. Donc, on parlait de sensibilisation tout à l'heure, il m'a fallu aller passer quand même un vernis cybersécurité auprès de ces agents. Donc, je me suis assis à leur côté et donc voilà, ce sont des pitchs, c'est de travailler avec eux main dans la main. Déjà pour comprendre en fin de compte leur métier. Et pour que je comprenne derrière, ce qui m'exprimait, c'est que la DSI ne comprenait pas leur jargon et vice-versa. Donc en fin de compte, je me suis retrouvé entre le marteau et l'enclume à devoir expliquer les enjeux de la direction des bâtiments à une DSI et vice-versa. Parce que la DSI ne répondait pas clairement aux enjeux de la direction des bâtiments. Donc qu'est-ce que la direction des bâtiments faisait? Elle prenait ses propres solutions. Donc toutes les solutions étaient actées, donc j'ai dû faire la chasse à ces solutions, donc intégrer toutes les différentes solutions. Donc je confirme, des IoT non chiffrés, des IoT qui envoient quand même des données, donc on parle de données personnelles. Donc ces éléments de l'étude que j'avais sur ma fiche sont bien corrects. Je confirme, 50%, nous on était à 100%. J'ai rien dit, mais donc ça permet de mettre en perspective, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle l'existant, l'état des lieux, pour pouvoir corriger le tir, pour pouvoir justement assurer derrière une intégration de la sécurité dans tous les projets des bâtiments, pour s'assurer que tous les IoT, enfin tous les systèmes en OT utilisés au sein du département du Morbihan soient bien, on va dire, labellisés, aient une sécurité, que moi je challenge bien tel ou tel fournisseur par rapport à leur sécurité. Et maintenant, heureusement, la direction des bâtiments travaille de mieux en mieux, on va dire, avec la DSI, avec toujours ce côté cybersécurité qui se rajoute, et cette acculturation, cette culture cybersécurité qui arrive de plus en plus. On a de la chance encore de ne pas avoir eu, avec tout cet existant d'attaques cyber au sein du département. Alors juste un petit point là-dessus, peut-être pour incarner le sujet, est-ce qu'il y a des exemples ailleurs, justement, d'exploitation de ces objets connectés, par exemple dans ces bâtiments, qui auraient provoqué des attaques avec des impacts financiers, des impacts humains importants? Des choses qui pourraient justement, on évoquait la question d'avoir des éléments d'exemple qui permettent aux dirigeants aux dirigeants économiques, aux dirigeants politiques, de bien comprendre les enjeux. Est-ce qu'il y a des exemples peut-être de ça, Marie? Les exemples sont multiples et très très nombreux. Comme ça, ceux qui me viennent en tête, dans un hôpital, une machine qui a servi à laver les objets, les outils chirurgicaux, qui a été le vecteur d'attaque.
Donc l'attaquant a réussi à passer par la machine de nettoyage des outils chirurgicaux. Une autre type où c'est passé par un drone qui est passé au-dessus d'une centrale nucléaire et puis qui a réussi à prendre le contrôle du Wi-Fi interne et à prendre le contrôle avec des éléments qui étaient extrêmement critiques. On a entendu tout à l'heure un des patrons de start-up qui disait dans la prise de contrôle d'un avion, d'une Jeep. Donc oui, aujourd'hui, l'IoT et l'ensemble des objets connectés sont un vecteur d'attaque potentiel. Moi, j'étais assez surprise par le chiffre, seulement 57% qui sont déclarés comme n'ayant pas de faille de sécurité. Alors le chiffre pas de moi, donc on peut y aller. Oui, c'est ça. Pour ma part, je suis assez surprise. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sujet, d'abord quand on parle d'IoT ou d'IIoT, le sujet c'est le security by design. C'est-à-dire comment est-ce qu'un objet connecté peut intégrer aujourd'hui des dimensions de cybersécurisation. Et il y a deux limitations, au moins. Il y a deux grosses limitations. Il y a une limitation, bien sûr, en termes de business model. C'est que quand vous mettez en place de la cybersécurisation dans un objet connecté, ça coûte plus cher. Et pour autant, le client final n'est pas prêt à payer plus cher. Si demain, votre iPhone, bien sûr, je cite, ils sont plutôt pas trop mal positionnés en termes de cybersécurisation, mais si n'importe quel objet connecté, votre montre, votre frigo, votre Thermomix, si on vous le faisait payer 100 €, 200 € plus cher parce qu'il est cybersécurisé, je ne suis pas sûre. Autre exemple, les Thermomix. Les Thermomix, vous savez, votre robot ménager, en fait, il est connecté à votre Wi-Fi, puis vous êtes en télétravail, et donc ça peut passer, ça peut être un vecteur d'attaque auprès de l'entreprise finale, puis avec tout le BIOD, vous utilisez vos propres outils en tant que télétravail, vous êtes connecté à votre Wi-Fi, et puis via votre robot ménager, l'attaque peut passer. Donc oui, des exemples, en fait, il y en a des tonnes. Oui, c'est un risque, ce vecteur d'attaque, c'est un risque pour la surface d'attaque. On parle beaucoup de ça quand on parle de cybersécurité. On cherche à avoir toutes les interconnexions qui vont faire qu'il va y avoir un parc qui va être détruit. Et donc, il y a une première limitation qui est une limitation de business model. La deuxième limitation, elle est technologique. C'est que si demain, votre montre connectée, elle a une batterie qui tient plus qu'une 30 minutes, parce que la partie de cybersécurisation, elle prend de la batterie, ça ne vous conviendra pas non plus. Donc il y a une question d'usage et de technologie, où aujourd'hui on n'arrive pas à réconcilier les choses d'un point de vue IoT. Et voilà, donc je pense que le security by design, on n'y est pas encore. Donc après, la question c'est, au regard de ça, qu'est-ce qu'on doit faire ? Bien sûr, au sein des entreprises, il y a beaucoup de prévention à faire par rapport à ces usages-là, de couper, de cloisonner. Et puis, à nouveau, il y a des outils de détection et de remédiation possibles pour, une fois que l'attaque arrive, elle soit détectée en temps réel, au plus près de l'attaque, et puis qu'il y ait des capacités de remédiation. Alors, très bien. Donc, il faut faire attention aux robots ménagers, mais ça, je le savais depuis le début. Et deuxièmement, donc, bien valoriser finalement le choc et le faire comprendre peut-être à l'acheteur. Faire des méthodologies de cybersécurité by design, ça permet évidemment de mieux vendre les produits. Et puis après, les éléments de détection. Fabrice, je peut-être un mot en plus, c'est l'IoT non souhaité, mais subi. On a un exemple dans un cabinet d'avocats qui traite des sujets très sensibles, qui avait mis à niveau un certain nombre de sujets de cybersécurité. Là, l'attaque était assez sophistiquée. Elle venait chercher le photocopieur, qui, par une fonctionnalité assez sympathique, qui fait que vous êtes livré des tonneurs d'encre quand ils sont vides, en fait, sous couvert de cette IP, allait chercher une IP qui n'était pas du tout destinée à cela et qui extrayait le disque dur du photocopieur. Parce que les avocats, peut-être sensibilisés, mais scannent et impriment sur ce photocopieur et le disque dur était gentiment traîne donner une partie de ces données-là. Donc il y a aussi cet IoT subi sans savoir, parce qu'on a une fonctionnalité. Il faut avoir les outils, la capacité de détecter ces signaux faibles qui peuvent être simplement anormaux parfois pour pouvoir les traiter dans un second temps. Donc déjà, juste identifier la menace comme on le fait sur le parc informatique. Alors là, j'ai une question qui est un petit peu la question Moby Dick, si je puis me permettre, à savoir, face à la complexification des menaces, ok, on vient de le comprendre parce qu'on est passé à plusieurs vecteurs, et voilà,
et la multiplication des outils. Il faut le dire aussi, quand on va dans les grandes conférences cyber, alors là c'est la caverne d'Ali Baba, mais par quelle porte il faut commencer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Par où commencer? Et je voudrais poser la question à Marie. Oui, alors c'est notre métier chez Tetris, puisque nous avons une plateforme. Et donc face à cette multiplication des attaques, face à leur complexification, face à leur recrudescence, l'important c'est d'avoir une vision globale, une vision unifiée de l'ensemble de ce qui se passe sur le parc. On a parlé tout à l'heure d'avoir un premier diagnostic de notre côté à travers notre EDR, Endpoint Detection and Response, qui vient protéger les postes de travail et les serveurs. Nous avons une capacité d'audit sur le parc, sur tout ce qui se passe. Et puis ensuite, c'est le fait d'avoir des modules de cybersécurité. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près, pour des entreprises de taille moyenne, 28 produits de cybersécurité par entreprise. Et donc, quand vous avez ça, la lecture pour une équipe, parce que oui, il faut de l'humain. J'ai parlé de la partie technologique et c'est normal, c'est mon métier. Mais bien sûr, elle vient en complémentarité des équipes chez nos clients et puis des équipes chez nos partenaires qui vont pouvoir opérer un SOC. Cette dimension-là, elle devient pour certains infernale. C'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup de complexification. Donc, l'une des réponses à ça, c'est d'avoir une plateforme avec une vue unifiée de l'ensemble de ce qui se passe sur le parc, avec cette fameuse protection d'endpoints, avec, tu en as parlé, du SIEM, qui est une remontée de log avec une analyse de signaux faibles, et que tout ça interconnecté permette d'avoir une vue à nouveau consolidée. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que ces plateformes-là, elles soient ouvertes aux produits tiers. C'est-à-dire que quand il y a des produits qui viennent en complément, parce que forcément dans n'importe quelle plateforme, aujourd'hui il n'y a aucune XDR, Extended Detection and Platform, qui est complète, il n'y en a aucune qui vient couvrir l'ensemble des besoins. Et là, l'important c'est de s'interconnecter pour être en capacité à nouveau d'avoir cette vision globale. Et puis à nouveau, on est toujours dans un enjeu de temps de détection et de temps de remédiation. Merci. Alors, la question aussi à Yvan, par rapport à cette complexification et de la menace et aussi des outils. Alors, je rejoins complètement les propos, justement. Alors, je suis content d'avoir le nom, justement. C'est vrai que c'était la question que je me posais avec un de mes collègues il y a une semaine. On se disait qu'il y avait énormément de produits dans un SOC, de plus en plus. Puis on se regardait, on se disait, mais est-ce que c'est très pertinent d'avoir autant de produits? Il se trouve que chez Thales, on est un petit peu plus que ça, donc il faut peut-être qu'on fasse une sorte de rationalisation. Mais grosso modo, il y a énormément de produits. Les SOC, en plus, il y a de plus en plus de SOC. Voilà, on est à 6-7 SOC. D'autres grosses sociétés, c'est pareil. Ça devient de plus en plus compliqué. En plus, chacun a son côté, la manière de gestion qui est un peu différente. Donc c'est vrai. Donc pour moi, là, si je dois résumer un peu la cyberdéfense, c'est comme ça que je la vois. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories. Il y a ceux où on fait une sorte, alors sans être péjoratif, mais j'ai testé, mais tout à l'heure ça avait l'air de choquer ce matin, donc j'aime bien le redire, c'est une sorte de patchwork de solutions, c'est-à-dire que je prends plein de solutions, que j'interconnecte, il y a un gros travail d'intégration, d'analyse dessus pour vérifier que tout soit cohérent, et c'est une première solution, donc je prends mes éléments, ou il y a ceux qui proposent souvent c'est ceux qui à l'origine, ce sont les solutions américaines, solutions de gamme, j'arrive, tout marche, vous appuyez sur le bouton, ça fonctionne, c'est le côté Apple, c'est le côté joli. Bon, j'ai plein de Mac, je suis très Apple, donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on a ces deux univers-là, on a donc ces XDR qui sont tout intégrés, qui réfléchissent, et donc là, il y a chacun ses avantages et ses inconvénients. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, finalement, dans le nerf de la guerre, c'est le métier de la détection. Et finalement, c'est de recentrer. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment dire que c'est ce que j'appelle le MCD, le maintien en condition de détection. C'est comment l'analyse va opérer efficacement et être capable de faire de la détection dessus. Et c'est ça vraiment qui est l'intérêt avec, on peut peut-être commencer par une analyse de risque et ce genre de choses, et comment je détecte. Et c'est là où il faut que les produits qu'on doit choisir, la solution qu'on va choisir va être adaptée à son entreprise et adaptée à ses process. Et on doit se concentrer non pas sur juste quel est le bon produit qui est dessus, mais que bien dire, je veux détecter des modes opératoires des attaquants, c'est ça mes bijoux de famille, c'est ça que je veux protéger, et c'est comme ça que je le protège avec ce type-là. Et peut-être, voilà, justement, être un peu plus rationnel sur la manière dont on s'approche, et peut-être faire
faire un peu, regarder et puis concentrer sur justement avoir cette cohérence métier. Certains le proposent, déjà tout fait. Si on n'a pas le temps de passer, justement, c'est bien de se reconfier sur des professionnels à la cybersécurité qui le font. Voilà. Des plateformes, mais une cohérence métier, une compréhension métier. Moi, je voudrais poser la question aux professionnels ici, enfin, celui qui doit défendre. Oui, face à cette profusion d'outils, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est le RSSI du département du Morbihan? Justement, je suis complètement perdu. Il y a trop dans l'écosystème. Là, on voit, nous, les RSSI, donc quand on est dans des événements, bon, voilà, on en est un aujourd'hui au Risque Summit, mais aussi quand on va parler du Forum international de la cybersécurité, les assises, on voit énormément, il y a de plus en plus de startups, c'est très bien, hein, c'est très bien, on voit des choses innovantes, on voit beaucoup d'innovations, mais on est complètement perdu. C'est-à-dire que dans tout cet écosystème, on parlait de MCD tout à l'heure, je parlais de MCS, on maintien en conditions de sécurité. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un maintien en conditions de sécurité avec des outils unifiés, des solutions unifiées, peut-être managées de manière centralisée, avec des tableaux de bord, etc. Ça, aujourd'hui, je ne le vois pas. Donc, le Gartner a évoqué à l'époque tout ce qui était SOAR, justement, SOAR. Donc, on parle d'automatisation, d'orchestration. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui viennent dans l'écosystème. Aujourd'hui, vraiment, nous, RSSI, on a vraiment besoin d'être accompagnés. Donc, beaucoup de sociétés, beaucoup de prestataires viennent vers nous. Voilà ce qu'on vend, voilà ce qu'on fait, voilà notre innovation. Oui, mais en fait, on a entendu ça au travers d'une autre société hier. Donc, du coup, quelle est la différence? Quelle est la plus-value? On se retrouve un peu à faire du benchmark, mais sans en avoir le métier. Donc là, aujourd'hui, à la fois défendre notre organisation, détecter les menaces. En plus, il faut être expert sur tout l'écosystème pour pouvoir choisir le meilleur outil. Donc, moi, personnellement, je suis perdu. Donc, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir avoir un maintien en conditions de sécurité au sein de mon organisation, au travers d'une solution unifiée, avec des équipes effectivement qui sont expertes en la matière, soit des partenaires, des prestataires, mais aussi des équipes en interne. Aujourd'hui, on ne sait pas, en fin de compte, ça fait partie peut-être des compétences et puis des appétences recherchées chez un RSSI ou d'autres professionnels de la cyber pour connaître tout l'écosystème des produits existants dans le monde de la cybersécurité, dans le monde, c'est-à-dire vraiment de manière internationale. Aujourd'hui, je suis perdu. Bon, on a entendu le cri du cœur, du cœur, effectivement, avec cet aspect quelque part positif dans le cri du cœur, c'est qu'il y a un vrai problème. Et donc, forcément, il y a un marché. C'est un point clé sur ce point où c'est un axe, parce qu'on s'était originellement positionné sur le marché des plus petites structures. Parce que là, on parle d'acteurs qui ont de SOC, des SIEM, des RSSI. Imaginez-les dans les 3,8 millions d'organisations en France qui sont toutes créatrices de valeur au service de chacun, les 36 000 communes. Le charabia dont on est en train de parler. Donc forcément, trouver une solution simple à base d'automatisation, ça c'est un vrai sujet sur lequel on se positionne, et qui permet ensuite de faire monter en compétence son écosystème existant chez ces acteurs, tout en ayant potentiellement, c'était évoqué ce matin sur une table ronde, le fait de pouvoir donner aux donneurs d'ordre une visibilité sur l'état, pas forcément rentrer dans le détail et le scanner en permanence et le fliquer, mais de pouvoir voir ce qu'il se passe et potentiellement d'aider. Parce que si votre sous-traitant tombe quelque part, je crois que de nombreux fabricants de fenêtres avec le manque d'aluminium, s'ils pouvaient aider sur des sujets ou des attaques diverses et variées, ils le feraient. Eh bien, c'est aussi cet axe qu'il faut prévoir sur le périmètre des acteurs qui interviennent au service et de simplifier aussi leur action. Bon, alors, il faut qu'on écoute tout ça, très important. On va poursuivre un petit peu sous l'angle justement de ces éléments d'échange, d'écoute et en fait de coopération, voire même de coopération internationale. On a une directive Nice qui prévoit justement la mise en place de cette coopération entre les États membres. Il y a une coopération au sein des différents CERT. Moi, j'aimerais poser la question à Yvan. Cette coopération qui existe à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'intérieur de l'Union européenne et d'autres CERT à l'extérieur, aux États-Unis ou dans d'autres pays qui sont très avancés sur les questions cyber, est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne bien ou pas assez? Comment ça peut être amélioré et quelles sont les perspectives? Voilà, en 3 minutes. Alors,
Justement, tout à l'heure, je disais que je parlais et j'étais fan des communautés. Je continue, je n'ai pas changé d'avis. Je suis fan, justement, et je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est l'échange et la discussion, les groupes de travaux, ce genre de choses. Les Américains ont initié il y a quelque temps ce qu'on appelle des ISAC, où il y en a des communautés de partage. C'est surtout de l'information qui est partagée sur des histoires de cyber, par moment des IOC, par moment des indicateurs. Donc c'est assez. Il y a des ISAC par communauté. C'est une bonne initiative, et d'ailleurs c'est renforcé par l'ENISA quelque temps, qui a dit il faut en effet continuer à pousser également ces espaces de partage. Donc c'est clairement pour moi la clé de voûte vraiment ce genre de choses, c'est d'être capable de construire ces communautés en France en fonction de leur secteur, en fonction de leurs travaux, de leurs sujets de travaux, d'être capable d'échanger facilement sur la défense, sur la défense, cyberdéfense. Pourquoi je dis défense? Parce que typiquement, le monde de la défense a commencé à s'organiser justement pour pouvoir que les acteurs, même compétiteurs, puissent échanger dessus. Donc c'est quelque chose qui est important et donc c'est en train de se mettre en place. Dans le cadre, on parlait tout à l'heure, on évoquait du grand défi. Dans le cadre du grand défi, il y a justement un sujet sur la gestion des données. Et dedans, il y a une partie justement sur le côté de la partage de la donnée. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut continuer. Après, il y a une autre chose, c'est qu'il y a le problème quand on partage, c'est jusqu'à où qu'est-ce qu'on veut partager. Est-ce qu'on partage l'indicateur, la menace, ou est-ce qu'on doit jusqu'à partager quel type de produit j'utilise et est-ce qu'on harmonise le produit partout? Et ça, c'est une vraie question parce que régulièrement, tout le temps, je vois des secteurs où j'ai mon copain qui a pris ça, je vais prendre les mêmes types de produits. Alors je trouve que c'est une bonne idée, ça marche, ça permet de valoriser. Donc le seul problème, c'est que quand il y a une vulnérabilité sur un des produits, tu as tout le secteur qui tombe. Et donc, mine de rien, il faut des fois avoir ce qu'on appelle, non pas... alors, si on est dans un monde militaire, on fait ce qu'on appelle une défense en profondeur. C'est que j'ai un produit qui est là, j'en mets un deuxième qui fait exactement la même chose, de par feu, comme ça je suis sûr que ça passe. Ça passe pas, je veux dire. Ou alors, on pourrait essayer d'imaginer une défense plutôt... Alors, j'ai inventé le terme, je lance le hashtag défense en largeur ou défense sectorielle. C'est-à-dire que d'avoir dans la communauté des personnes qui ont des produits différents, exprès que s'il y en a un qui détecte, automatiquement, il peut partager et puis se dire, tiens, finalement, et aider ça sur le hunting. Donc, mine de rien, où je disais, il faut avoir de la cohérence, et j'aurais dit, il faut mettre le même produit, et c'est vachement bien pour les entreprises, et en tant que président d'entreprise, je dis, il faut conquérir tout le secteur de la défense, etc. On est à l'est. Mine de rien, je me dis, il faut quand même faire avoir plusieurs types de produits parce que c'est important. Et je pense que c'est clairement une des volontés justement de l'État d'aller dans cette direction-là et de pousser ce genre de la multiplicité des produits. Alors, je garde hashtag défense en largeur. Et donc, le côté communautaire. Je voudrais rebondir, Marie, justement, sur cette question de l'harmonisation ou non, ou alors des formes de standardisation, mais en même temps des formes on va dire, quelque part aussi d'hétérogénéité qui permettent de protéger. Quelles sont les bonnes solutions pour améliorer cette coopération? Je vais revenir sur notre cœur de métier, Tetris, où nous détectons, où nous cherchons des vulnérabilités, où nous sommes là au service à la fois de nos clients, mais de la communauté internationale. Je vais plutôt intervenir sur cette dimension de coopération. La dimension de coopération chez Tetris, elle est absolument essentielle. Elle est essentielle pour nous, elle est essentielle pour notre région, elle est essentielle pour la France. C'est une coopération à la fois entre le privé et le public, c'est une coopération avec les autres acteurs de cybersécurité, c'est une coopération, alors ça s'inscrit de manière extrêmement concrète et pratico-pratique dans un cybercampus à Paris, dans un cybercampus dans la région de Bordeaux, mais aussi d'un point de vue technologique, dans le fait de partager quand on trouve des vulnérabilités. Et quand, peut-être vous l'aviez vu, dans le cadre de SolarWinds, où là on dit, tiens, tout le monde avait les mêmes outils, il y a une faille et c'est passé partout. On a été remerciés par SolarWinds parce que nous avons été l'un des premiers à trouver, l'une des deux premières sociétés à trouver une vulnérabilité, un zero day, et à la partager à la communauté internationale. Donc la forme de coopération, elle est celle-ci, elle s'inscrit dans notre quotidien, mais elle s'inscrit dans notre quotidien avec toutes les interactions que nous pouvons avoir avec nos clients, nos partenaires, avec le monde privé, avec le monde public, mais elle s'inscrit aussi d'un point de vue technologique parce que nous avons des ingénieurs de très haut niveau qui trouvent des vulnérabilités, qui vont les partager. On est les premiers, les seuls Français aujourd'hui à faire partie de la Cyber Threat Alliance, qui est cette communauté internationale de partage de vulnérabilités quasiment en temps réel. Ce qui vient nous renforcer et ce qui vient renforcer les autres produits. Quand je pense à cette coopération-là et puis à ce qui se passe au niveau international, je pense quand même
au-delà de ce que nous pouvons vivre chez Tetris, et puisque que chacun d'entre nous, nous pouvons vivre, je pense quand même, puisqu'on parlait d'État, à la cybercoercition. Et à ces questions-là, de dire, donc toi tu disais, il faut un équilibre parce qu'attention, si on a tous le même produit, ça crée des vulnérabilités potentielles, parce qu'il y a une surface d'attaque qui peut être plus importante. Il y a aussi une question de la posture de la France, de la posture de l'Europe. Aujourd'hui, dans l'écosystème ou dans une dimension géopolitique, et alors que la guerre a été déclarée sur une partie, comment est-ce que l'on fait pour, dans cet équilibre-là, maintenir notre souveraineté, maintenir notre capacité d'action, et ça se traduit par de la cybercoercition. Ça se traduit exactement comme la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, elle a été là pour quoi? Elle a été là pour dire, attention, on a des capacités de réaction si jamais on est attaqué. De la même façon, en France, en Europe, aujourd'hui, on n'est pas suffisamment fort. Donc oui, il faut de la coopération internationale, mais il faut en même temps maintenir nos intérêts, en même temps se poser la question des outils américains, israélo-américains et autres, parce que on a besoin de maintenir nos intérêts, on a besoin de maintenir nos données, on a besoin de maintenir notre stratégie, et que ça passe par une posture vis-à-vis des autres pays qui peut être parfois dure en termes de cybersécurité. Bon, alors on a eu un balayage large, même quasiment international, dans une situation qui est très complexe. Je ne vais absolument pas entrer dans la question de la cyberdissuasion, parce que là, entre experts, on pourrait parler pendant plusieurs heures, voire plusieurs journées. Je ne vais pas non plus poser la question, qui est un petit peu complexe aussi, de la manière de coopérer dans un réseau qui est par nature mondial. Bon. Et je vais redescendre en fait à un niveau qui est extrêmement important, qui est un niveau local. Parce qu'on voit bien, et ça a été évoqué plusieurs fois, qu'on a des organismes, des organisations, des entreprises de nature, de taille très différentes. On a des départements, on va avoir des TPE, des PME. Comment... Ça, c'est une question de fond, puisqu'effectivement, on se rend compte que oui, la cybersécurité est un sport collectif où tout le monde doit prendre sa place, et à la fois dans les frontières nationales et avec la coopération internationale, parce que la menace, elle est partout, elle s'en fout des frontières. Donc, comment est-ce qu'on arrive à développer, je dirais, cet esprit d'équipe entre, par exemple, des entités, des entreprises, des PME, des départements, des conseils régionaux, etc., qui sont de nature, de forme différentes? Je pose la question au démarrage à Marie. La question des TPE-PME, elle est cruciale aujourd'hui. On a démarré par la sensibilisation et on finit par ce sujet des TPE-PME parce que je pense que c'est là où il y a le plus de travail à faire encore en termes de sensibilisation. On l'a vu, c'est un vecteur d'attaque. C'est des fournisseurs de potentiels grands groupes et les cyberattaquants peuvent passer par des TPE-PME. Donc au-delà de l'enjeu même de la TPE-PME, qui se fait attaquer, elle ferme la porte. Si elle n'a pas mis en place le back to basics, déjà d'avoir un backup qui est fait quand Internet est bien fermé, si elle n'a pas mis en place de la sensibilisation des collaborateurs, et si elle n'a pas aujourd'hui la capacité à contrer les menaces inconnues. Et c'est ça, là où aujourd'hui les backups, il y a eu beaucoup de sensibilisation autour de tous ces sujets-là. Par contre, la sensibilisation sur la différence entre un antivirus et un EDR, on en est très loin. Et puis, du coup, je le vois en partie au quotidien, des dirigeants de petites entreprises disent oui, mais moi j'ai un antivirus gratuit, tout va bien, pourquoi est-ce que je paierais? Et puis en plus de ça, ça risque de me coûter cher. Pourquoi? À nouveau, parce qu'aujourd'hui, les menaces, ce sont des menaces essentiellement inconnues qui ne rentrent pas dans les bases de signature d'un antivirus. Et pourquoi ça? Aujourd'hui, il y a eu plein de tentatives de sociétés qui ont essayé d'attaquer ce marché-là, d'un point de vue de protection des endpoints. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'à nouveau, on se pose la question du business model. Il faut avoir une solution qui soit hyper automatisée, hyper industrialisée sur tous les pans de la chaîne pour pouvoir proposer aux TPE et PME une capacité de remédiation automatique en temps réel, sans intervention humaine. Et, voilà. Donc c'est ça que nous avons, ce sur quoi nous nous sommes attaqués. Aujourd'hui, la plupart de nos clients sont plutôt des très grands comptes. On protège des sociétés du CAC 40, du FBF 120, des très grandes administrations, des ministères, des collectivités territoriales. Et puis, on a décidé, avec Laurent et Elena, les deux cofondateurs de Tetris, de s'attaquer à ce marché des TPE-PME
parce qu'il y a un vrai besoin, parce que dans notre ADN qui est aussi souverain, c'est de se dire mais comment est-ce qu'on fait pour protéger ces petites entreprises qui sont à risque, parce que s'il y a une cyberattaque, elles ferment la porte, mais aussi de protéger derrière les grosses entreprises parce qu'elles sont vecteurs d'attaque. Donc on propose aujourd'hui une solution de protection pour les TPE-PME et c'est nouveau. Très bien, on a entendu. Fabrice ? C'est pas nouveau chez Serenicity, oui. Parce qu'on a commencé par ce marché, en fait, quelque part, mais avec une approche différente, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir dans nos équipes des gens qui ont été ESN toute leur vie, qui accessoirement sont devenus experts judiciaires et qui aujourd'hui disent, en fait, il me manque quelques outils. Et il a développé, avec son labo et notre labo, des outils très simples qui ne demandent presque pas d'installation, une installation de moins de 5 minutes, qui ne règle pas tout. On est d'accord. Chez nous aussi, l'installation est... Voilà. C'est un vrai enjeu, en fait. C'est un enjeu. Voilà. Parce que c'est un élément majeur, et bon, 3,8 millions d'entreprises, je pense qu'on pourra échanger sur ces sujets, mais ce qu'on croit beaucoup, vous parliez de proximité et de notion d'exemple, c'est que Serenicity ne va pas être le sauveur de toutes les TPE-PME de France. Par contre, l'écosystème existant, s'il est convaincu non seulement qu'il va pouvoir exister sur cet univers où c'est pas toujours très simple d'accès, faut être clair, on revient sur le sujet de sensibilisation, de formation, mais aussi créer de la valeur. Parce qu'attention, aujourd'hui, la situation dans ces entreprises, on est dans un cyber-business. Je pousse une boîte, je l'administre ou pas, moins je l'administre, moins on m'appelle pour avoir des problèmes avec, mieux je me porte, et quand je reviens pour changer le système, tout va bien. On ne peut pas sous-estimer l'aspect humain, qu'il ait conscience de ce qui se passe. Aujourd'hui, et cet axe très concret qu'on appuie nous autour de la data visualisation pour convaincre qu'il y a des vrais sujets, que les solutions déjà en place ont des lacunes, pour différentes raisons. Raisons humaines, raisons de configuration, raisons d'incompétence, voire de malhonnêteté professionnelle. Il faut aussi redescendre sur cet écosystème-là. Et donner un exemple concret à l'échelle d'un territoire. On avance avec un département pour créer justement une méthode de protection de plusieurs communes. On commence par une trentaine de communes, mais on va mutualiser les résultats de ce qui se passe, bien sûr de manière anonymisée. Mais on ne va pas présenter des journaux de log et des attaques à un CERT qualifié. On va en faire une cybermétéo départementale. Et c'est pour ça que je vous disais en intro, et on va conclure par cette cybermétéo, c'est que quand vous voyez qu'aujourd'hui, ou que demain, vous êtes en plein soleil ou vous avez une tornade sur des postes ou sur certains sites, ça vous invite à regarder ce qui se passe réellement. Et pourquoi il y a une cible. Si on segmente tout ça par des secteurs d'activité, si on transpose au monde de l'entreprise, eh bien on se retrouve avec un outil de prise de décision commune et non pas chacun quelque part dans son coin et ils sont passés à côté et tout va bien. Non. Donc on est vraiment sur cette approche-là de faire comprendre et appréhender tout en étant simple et en ayant un modèle économique qui est complexe à atteindre. Il faut vraiment internationaliser et simplifier les choses, aussi bien sur l'installation, aussi bien sur la programmation, sur la logistique de déploiement, tout en étant capable de convaincre les acteurs déjà présents de ce monde de la sécurité qui doit évoluer vers la cybersécurité. Alors, Julien, justement, département du Morbihan, comment on arrive à poursuivre, à convaincre, comment on arrive à travailler peut-être, je ne sais pas, à collaborer avec tout type d'organisme pour essayer de renforcer sa posture? Alors tout ce que vous dites, tout ce que vous venez juste de dire, c'est super intéressant. Vraiment, il y a tout à prendre. Alors je suis pas du tout un porteur de business. Alors qu'est-ce qu'il faut prendre? Non, parce qu'au niveau pas du département du Morbihan, mais au niveau du Morbihan, donc vraiment département, c'est pas l'organisation. Il y a un plan. Donc là, j'ai été pas mal, on va dire. Négatif, sombre pendant mes interventions, mais là je voudrais porter un espoir parce qu'il y a une assemblée par le président des maires des communes de France qui a décidé dans le Morbihan, donc il est délégué au Morbihan, de faire du Morbihan un territoire d'excellence. Et donc il a créé un groupe de travail dont je fais partie, qui est piloté par la préfecture du Morbihan, donc vraiment relié à l'État. Donc ce groupe de travail salué par l'ANSSI parce que c'est vraiment une innovation et puis une grande nouveauté au sein de tous les territoires en France, c'est de faire un plan d'action
pour sécuriser l'ensemble du territoire du Morbihan. Et on parle donc des collectivités territoriales, des communes, des communautés de communes, du département lui-même, la préfecture, mais surtout des TPE et PME du territoire. Et l'idée, donc on en parlait, c'est d'avoir toute cette cybermétéo, d'une part, des outils de détection de menaces, et puis d'avoir ce qu'on appelle des RSSI mutualisés ou un RSSI mutualisé, des fonctions mutualisées qui permettent à ces organisations qui appartiennent au même territoire de pouvoir détecter les menaces et aussi répondre à incidents quand c'est nécessaire. Parce que voilà, une commune qui a juste 100 habitants n'a pas forcément le même budget que la commune de Vannes ou bien la commune de Lorient. Donc c'est vraiment un plan aujourd'hui qui est déroulé sur 2 ans. Donc on parlait justement avec la directrice générale de Venetis, qui est une association pour le recrutement, pour regarder le paysage, l'écosystème cyber, pour voir comment on va justement allier toutes ces organisations avec nous et faire en sorte d'acculturer et de faire monter les TPE et les PME au travers de diagnostics. Donc on travaille avec la gendarmerie, avec d'autres associations qui vont les aider justement à voir quels sont les outils nécessaires, quels sont les prestataires qui pourraient être labellisés par l'ANSSI, qui pourront accompagner l'entièreté du département du Morbihan dans sa sécurité. Bon, alors, un plan passionnant. Je voudrais finir là-dessus avec Yvan, du point de vue de Thales. Comment on peut travailler ou établir des ponts ou coopérer ou échanger l'information avec l'ensemble de ces différents organismes, entreprises, entités, etc. qu'on vient d'évoquer? Est-ce que c'est intéressant pour Thales? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de choses ont été dites et c'est vrai qu'il y a un problème, il y a plein de problèmes, mais en fait, il y a un truc, en parlant là justement, en écoutant, ça m'a rappelé ce que faisait la ville de New York et ce que fait Los Angeles actuellement. C'est qu'en fait, c'est la ville elle-même qui porte la cybersécurité et qui l'offre à toutes les entreprises de la ville. Et c'est pour aussi attirer les entreprises pour venir se développer dans leur région. Et j'ai trouvé ça à l'époque, quand j'ai vu ça, ils ont fait ça il y a 5-6 ans, j'ai trouvé ça assez ingénieux. Au début, j'y croyais pas. Et puis finalement, ils offrent Internet à tout le monde, ils font ça. Donc il y a une idée. Donc développer ce côté des services communs, je pense que c'est pour des petites entreprises, c'est une très bonne idée. Le deuxième sujet, c'est... Alors là, j'enlève ma casquette Thales. Il se trouve que dans mon entourage, je suis connu un peu comme un consultant en cyber. Et souvent, il y a plein d'entreprises autour de moi qui me disent « Ah Yvan, excuse-moi, on s'est fait attaquer, est-ce que tu peux nous aider? J'ai reçu un ransomware. » Petite entreprise, etc. Ah, pas de bol. Et ça m'arrive tout le temps. Tous les week-ends, voilà, je fais pas une hotline. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que je propose à chaque fois, je leur dis, le premier truc à faire dans un premier temps, c'est... J'avais parlé tout à l'heure des bijoux de ma famille, mais c'est très important, c'est où sont vos actifs? Qu'est-ce qui est important pour redémarrer la société? Ça coûte pas cher. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre ce genre de choses, mais identifier où sont les trucs importants et comment fait-on pour faire repartir la société rapidement. Un PRA. Une petite entreprise ne pourra pas se permettre de payer un ransomware, quoi qu'il se passe. Et de toute façon, c'est une très mauvaise idée, donc il faut complètement fuir l'idée. Mais c'est vrai que juste dire d'être capable de reconstruire l'entreprise, c'est peut-être des fois beaucoup plus facile. Et quand on a réfléchi ça à l'amont, c'est important. Et le premier truc que je dis, c'est je vais voir, je dis qu'est-ce qui est important? C'est ça, ça, ça. Avec ça, tu repars avec ton entreprise, tu backups ça, et on fait ça et on s'en sort. Et on abandonne, tant pis, c'est pas grave, tu as perdu une journée de travail, ça tu l'accepteras. Mais c'est vraiment, back to basics, je crois que c'est toi qui l'as dit, il faut revenir sur des choses basiques, claires, nettes, et ça c'est le minimum pour les petites sociétés. Et limite, je te conseille vraiment de forcer, soit ça peut être fait par des autorités, mais de dire, d'imposer ça dans les sociétés en disant, dites-nous, donnez-nous le dossier, dites-nous que vous êtes capable de repartir, surtout quand il y a une pépite, quand ça commence à s'élever, c'est important. Et je crois que j'ai tout dit. Eh ben c'est déjà formidable. Moi, j'étais ravi. Je regarde d'une façon anxieuse Yasmine pour savoir si jamais on a encore un petit peu de temps pour une question. C'est miracle. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? On a balayé beaucoup de choses, on peut le dire. Oui. Alors, je vais directement poser la question. On en a un. Donc voilà, pas de chance. Alors le métier de la gestion des risques, de toute façon ça fait partie de fiches de poste du RSSI. Donc oui, lui il doit gérer les risques en fait. Les vulnérabilités, c'est la partie
opérationnel. Donc c'est à partir des risques. Donc lui, il va dire effectivement quel est le risque sur quel actif. On parlait justement des bijoux de famille et puis de quels actifs, où sont mes coffres forts au sein de mon organisation. Et c'est lui qui va dire c'est là où on va gérer la vulnérabilité ou pas selon le risque qui a été défini, critique à faible. Merci. Merci à vous, monsieur Vocat.